Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire sur les infections sexuellement transmissibles. Je m'appelle Samita, je suis médecin généraliste au CRATB d'Île-de-France et on a la chance aujourd'hui d'avoir le docteur Victoria Manda en tant qu'experte invitée sur le sujet que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis infectiologue et je travaille à l'hôpital Saint-Louis et au centre de santé Richeprand. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, si ça va bien. Donc, les infections sexuellement transmissibles, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité cette semaine puisque c'est la semaine de la santé sexuelle, mais c'est aussi un sujet d'actualité régulièrement. Là, ici, je vous ai mis une communication qui était un peu alarmiste, là, il y a 3 mois, suite à un bulletin épidémiologique européen concernant chlamydia, gonocoque et la syphilis. Donc, c'est un sujet que vous allez être amené à aborder ou qui va être abordé par vos patients en cabinet. Donc, on va commencer par ces 3 maladies-là. On va s'intéresser donc à l'évolution épidémiologique après, mais d'abord, on va faire quelques rappels cliniques rapides. Alors, je préviens ceux qui mangent, il y a des photos, hein. Donc, on va commencer par chlamydia. Donc, c'est une infection qui est malheureusement qui a un portage asymptomatique qui est assez fréquent, tant chez la femme mais aussi chez l'homme, dû à une contagiosité qui est importante. Quand c'est symptomatique, ça va donner donc des atteintes au niveau urétrite, cervicite, vaginite, anorectite, mais aussi des salpingites. Et malheureusement, parfois, ça passe à l'as où c'est très peu symptomatique, des choses subaiguës. Et malheureusement, si on ne le traite pas, les complications en cours peuvent être très délétères, puisque 70% des cas d'infertilité tubaire sont dus à chlamydia trachomatis. Il y a aussi des atteintes avec des algies pelviennes chroniques qui dégradent fortement la qualité de vie des patientes. J'attire votre attention sur la période d'incubation, 10 à 15 jours, ce qui diffère de donc, Neisseria gonorrhoeae, donc le gonocoque, qui a une période d'incubation plus courte. Ça peut vous aider un petit peu à vous orienter quand voilà, le délai entre les symptômes et le dernier rapport à risque. Pourquoi? Parce que effectivement, quand le tableau de gonocoque peut être un peu plus bruyant, mais les tableaux fréquents sont assez similaires, avec des urétrites, des atteintes anorectales, notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les HSH, mais aussi chez les femmes. Et chez les femmes, un taux d'infection asymptomatique assez important, également des risques d'infertilité tubaire. Comme d'autres Neisseria, comme le méningocoque, le gonocoque peut passer dans le sang et donner des bactériémies. Et il est important d'y penser quand on fait le dépistage du premier trimestre. Les dépistages d'IST pour les premiers trimestres de grossesse sont assez importants puisque ça peut donner des cas d'ophtalmie avec des transmissions materno-fétales, des infections assez dramatiques. Pour ce qui est donc de la syphilis, Treponema pallidum, deux périodes principales, la période précoce, donc 1 an ou moins, et la période tardive, donc plus d'1 an. Ça peut prendre 3 formes, la syphilis primaire, qu'on a tous en tête, le chancre unique, indolore, superficiel, mais il faut y penser en fait devant toute ulcération génitale. Il faut aussi penser aux localisations extragénitales et aussi bien penser au dépistage des partenaires et des partenaires contacts avec des délais qui sont un peu plus longs pour les autres IST. La syphilis secondaire, qui est voilà, la fameuse grande simulatrice, avec des atteintes cutanées, muqueuses, qui peuvent prendre beaucoup de formes, et des signes généraux. Donc, y penser vraiment devant des éruptions, hein, dans des bilans d'éruption, des choses qu'on voit assez fréquemment. N'hésitez pas à poser la question et à inclure ce dépistage-là. Et les syphilis tertiaires qu'on voit maintenant très peu dans nos contrées, avec les gommes principalement, la neurosyphilis, et sachant qu'il y a des atteintes neurologiques qui peuvent être possibles dès les syphilis précoces. Maintenant, donc, une petite slide un peu résumée pour le bilan de dépistage, notamment avec les différentes interprétations de sérologie pour le VHV et pour la syphilis. Pensez à mettre, par exemple pour le chlamydia et le gonocoque, un autoprélèvement, c'est ce que tu nous disais, c'est ce qu'on avait évoqué, Victoria. Effectivement, ça peut être pratique pour les patientes. Oui, effectivement, pour les patientes, il faut avoir un petit peu ce réflexe. C'est plus sensible chez les femmes, l'autoprélèvement génital par rapport à l'analyse par PCR sur le premier jet d'urine. Donc, chez la femme, bien faire un prélèvement génital et stipuler qu'un autoprélèvement suffit
Il n'y a pas besoin d'un examen au laboratoire ou quoi que ce soit. C'est voilà, l'autoprélèvement, la femme le fait toute seule et c'est ce qui a la meilleure sensibilité pour les PCR chlamydia et gonocoque chez la femme. Effectivement, ouais, plus pratique et plus confortable, et même plus rapide. Ouais. Maintenant, donc on va pouvoir passer aux évolutions épidémiologiques récentes de ces trois infections, avec donc d'abord le fameux bulletin qui a été publié, qui a été repris dans la presse, qui est donc en fait un bulletin annuel européen de l'European Center for Disease Control, donc l'European CDC, ECDC. On voit en fait quand on regarde ce rapport, donc vous avez trois figures, en haut à droite chlamydia, au milieu à gauche gonocoque et en bas à droite syphilis. On voit, donc c'est des incidences, qu'il y a une baisse durant le Covid et un rebond depuis 2022 avec un dépassement des incidences pré-pandémie. L'European CDC a pour hypothèse donc pour la baisse déjà une baisse d'implication, une baisse de surveillance, puisque toutes les ressources étaient localisées vers la gestion de la pandémie, qu'il y avait aussi moins d'accès à des dépistages par les patients et notamment les populations à risque. Pour le rebond, en 2022, les hypothèses qu'ils avancent sont une reprise des activités touristiques à la levée des mesures restrictives. Ils supposent aussi des comportements sexuels qui sont plus à risque chez les adolescents, les jeunes adultes, mais aussi et surtout, il y a une meilleure sensibilisation concernant les dépistages, à la fois de la population, mais aussi des professionnels de santé. Et donc, ça explique ce rebond, c'est pas forcément quelque chose de négatif, on va dire. Quand on regarde, ce qui est important en fait de comprendre aussi pour cette étude, c'est que les méthodes en fait de surveillance et de recueil de données sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, sur ces trois figures-là d'incidence, la France n'est pas représentée. La France n'est représentée que sur les données brutes. Et pour ces données-là, la majorité, c'est les pays d'Europe du Nord. Donc, quand on regarde ces données brutes, qui sont en fait des données par orientation sexuelle, on voit qu'il y a une augmentation particulièrement importante chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc les HSH. Donc, cette augmentation, elle est assez spécifique, mais le CDC avance que pour expliquer en partie au moins ce résultat, il faut prendre en compte le fait que les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont les principaux utilisateurs de la PrEP, dont on va parler, donc la prophylaxie pré-exposition au VIH, pour laquelle le suivi inclut un dépistage systématique régulier des autres IST. Donc, quand on regarde les données françaises, ici on a les données donc, du réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins ambulatoires volontaires. On voit qu'il y a une augmentation également de ces trois infections, à savoir que ces augmentations sont entre 2022 par rapport à 2020, qui est une année qui est assez particulière, mais on retrouve ces trois augmentations-là. Pour avoir un petit peu plus de clés, on peut les regarder donc les données pour ces trois infections par âge et par sexe. On voit que, en particulier pour le chlamydia, il y a une augmentation chez les femmes, chez les adolescentes et les femmes jeunes depuis 2018, ce qui coïncide avec la recommandation HAS de dépistage opportuniste annuel chez toute femme sexuellement active entre 15 et 25 ans. Donc encore une fois, c'est une augmentation des dépistages qui peut en partie expliquer ces résultats-là. Même chose pour le gonocoque, avec on voit un effet aussi chez les femmes, les adultes jeunes, les femmes adultes jeunes, pardon, qui ont plus de 25 ans. Et donc il y a un effet aussi d'augmentation des dépistages. Pour la syphilis, ce sont des taux d'incidence, et on voit que ces taux d'incidence-là augmentent de façon très importante chez les hommes jeunes, adultes jeunes, pardon, ce qui va encore une fois dans le sens d'une augmentation des dépistages dus en fait à l'utilisation de la PrEP. Et en fait, quand on regarde ces données-là d'incidence par rapport aux données de dépistage, on voit qu'en fait, il y a une augmentation sur la même période de 2020 à 2022 assez importante des dépistages en ville pour l'ensemble de ces IST, ce qui explique en fait, voilà, il y a plus de cas, mais c'est parce qu'on dépiste plus. Quand on va plus loin, donc toujours dans cette étude du réseau Sentinelle, et qu'on regarde les données par différents paramètres, donc, avant, j'attire votre attention sur le fait que le nombre de cas est assez faible, hein, donc il faut prendre ça en considération dans l'interprétation. C'est dû au fait que, comme on l'a dit, c'est un réseau comment dire, de volontaires, pardon, et donc
qu'il y a eu une baisse d'implication parce que les médecins ambulatoires avaient, on va dire, autre chose à faire pendant la pandémie. Et donc, ça explique qu'il y a eu une baisse un petit peu d'implication dans ce réseau-là. Donc, quand on voit à gauche sur le tableau 2 la répartition selon les pratiques sexuelles et selon les orientations sexuelles, on voit qu'il y a eu une augmentation pour les 3 infections chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, puisqu'il passe par exemple pour l'infection à chlamydia, qui est une infection qui est surtout importante chez les femmes jeunes, comme on l'a vu, il passe en 2020 de 6,9% à plus de 18% en 2 ans de proportion d'infection en ville à chlamydia, mais aussi pour les autres infections. On voit que quand on regarde donc, le tableau 3 à droite, la répartition des 3 IST en fonction des risques d'infection à VIH, c'est essentiellement le gonocoque et la syphilis qui sont liés au risque d'infection à VIH, puisqu'on voit que, par exemple, un quart des infections à gonocoque et à syphilis en ville sont chez les populations qui ont pris la PrEP dans les 3 derniers mois. Donc, encore une fois, on revient sur cette notion de population plus à risque, qui est aussi la population qui est la plus utilisatrice de PrEP, et donc à cette notion de dépistage régulier dans le cadre de la PrEP. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que s'il y a bien une augmentation d'incidence de ces 3 infections sexuellement transmissibles en Europe et en France, elle peut en partie s'expliquer par le fait qu'il y a plus de dépistage, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il y a plus comment dire, de connaissances dans la population générale, mais aussi chez les professionnels de santé. Dernier point de cette étude, qui est donc sur la prise en charge de ces infections-là. Quand on regarde dans la prise en charge probabiliste, donc avant résultat des prélèvements, on voit que seuls 17% et 37%, enfin 18% et 37% respectivement pour chlamydia et gonocoque des prises en charge sont faites par bi-antibiothérapie avant le résultat des prélèvements, donc en probabiliste. Or, la recommandation donc je l'ai remise à gauche, et de bien traiter par bi-antibiothérapie, un traitement anti-chlamydia, un traitement anti-gonocoque, ce qui pourrait sembler négatif. Pour autant, et comme on va le voir, devant une augmentation de l'antibiorésistance de manière générale pour l'ensemble des bactéries, et spécifiquement pour des bactéries qui causent des IST, qui est de plus en plus préoccupante, ce qui appelle, de par d'ailleurs la CPM, nos ministères de tutelle, à une volonté de sobriété dans la prescription d'antibiotiques. Voilà, il faut mettre cette recommandation en perspective. Toi, Victoria, quand vous prenez en charge des patients qui ont des infections sexuellement transmissibles, est-ce que vous avez tendance à appliquer cette recommandation-là? Oui, effectivement, il nous semble important de nuancer un petit peu cette recommandation. Bien sûr, voilà, il faut en discuter avec le patient puisque mettre des 2 antibiotiques. Donc on revenait, du coup, je reprends la parole, excusez-nous là pour ce petit problème. Donc effectivement, il nous semble important de nuancer un petit peu cette recommandation de traitement antibiotique probabiliste et de l'indication de la bithérapie. En effet, nous, c'est vrai qu'on fait un petit peu au cas par cas. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est peu symptomatique, qui est d'accord pour attendre les 24 ou 48 heures d'obtention du résultat pour savoir si c'est une gonocoque ou un chlamydia, une antibiothérapie ciblée sera toujours à privilégier. Ça, c'est vraiment important de le retenir. Et après, il y a le cas du patient qui arrive un vendredi très symptomatique. On sait que nous n'aurons pas le résultat avant le début de semaine. Là, bien évidemment, il est très important de le soulager et de lui proposer la bi-antibiothérapie. Donc, voilà, cette petite nuance à avoir et se dire que si les symptômes sont vraiment peu nombreux et gérables pour le patient, il est mieux d'attendre une documentation microbiologique. Merci, Victoria. Donc, effectivement, voilà, en plus, pour enfoncer le clou, on va dire, quand on regarde la prise en charge cette fois-ci après réception des prélèvements, donc une antibiothérapie adaptée, on voit que le suivi des recommandations est beaucoup plus est bien meilleur de la part des médecins de ville, avec un suivi des recommandations à plus de 80% en moyenne. Donc c'est que vraiment les médecins ont, je pense, la notion de cette importance de gérer bien la prescription antibiotique et de la problématique de l'antibiorésistance.
Une dernière chose, j'attire votre attention sur le fait que, donc là à gauche, vous avez les recommandations. La prise en charge du chlamydia, le premier choix est la doxycycline et l'azithromycine est en deuxième choix, alors que quand on voit à droite, seuls 17% des infections à chlamydia sont prises en charge par doxy. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que la doxycycline, contrairement à l'azithromycine, permet une meilleure clairance anorectale, donc tant pour les hommes que pour les femmes, et on a aussi moins d'effets secondaires, notamment digestifs. Donc même si c'est moins pratique que le traitement unique par azithromycine, c'est vraiment important. Et l'autre chose, et ça va être ma transition vers la partie d'après, c'est que contrairement à l'azithromycine, la doxycycline permet de ne pas faire de pression d'antibiorésistance sur le Mycoplasme genitalium. Et donc voilà, c'est ma transition vers le problème de l'antibiorésistance pour certaines bactéries impliquées dans les IST. Comme on l'a dit, on commence par Mycoplasme genitalium. Comme vous voyez en haut, la recommandation est donc le premier choix, c'est l'azithromycine, et la deuxième ligne, c'est l'amoxifloxacine. Or, les données du Centre national de référence pour 2022 montrent qu'en France métropolitaine, il y a 38% et 17% respectivement de résistance aux macrolides et aux fluoroquinolones, et que chez les HSH, cette proportion monte à 70 et presque 40% euh, respectivement. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Même chose pour l'autre bactérie principale qui est donc Neisseria gonocoque, donc l'actualité, c'est qu'on a eu depuis 2018 en Europe occidentale et au Royaume-Uni des cas souvent importés d'Asie du Sud-Est de souches qui sont multirésistantes, notamment à la ceftriaxone, donc MDR, voire même de souches ultra résistantes, donc XDR. Donc c'est des souches souvent importées, comme on a dit, d'Asie du Sud-Est. Quand on regarde les données du Centre national de référence, ça peut sembler plutôt rassurant, puisque en 2021, on n'a eu que 3 souches de sensibilité réduite à la ceftriaxone, pas en 2022, et 5 souches XDR en 2023. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde le nombre de souches reçues, il y a sur ces 2 années 2021-2022 qui sont représentées environ 1000 souches, sachant qu'on a 45 000 cas d'infection à gonocoque par an en France. Donc voilà, il faut mettre ces choses-là en perspective, c'est probablement sous-évalué. Et donc, le message important, c'est vraiment d'avoir la culture facile, notamment si vous avez des symptômes persistants. C'est ce que vous faites, Victoria, vous aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on est devenu assez systématique sur les tests de guérison pour le chlamydia, pour le gonocoque surtout. Donc, toute PCR positive, on propose un traitement et on propose un test de guérison 15 jours à un mois après. Et c'est vrai que dès que le patient nous dit qu'il persiste un petit peu des symptômes, nous allons demander la culture très facilement. Et après, sur l'interrogatoire, c'est vrai qu'on a aussi pris un petit peu ce réflexe de demander les voyages, notamment en Asie du Sud-Est, parce que c'est quand même là qu'il y a le maximum d'antibiorésistance des gonocoques. Donc ça, voilà, on l'a pris un petit peu en réflexe. Hop, passons maintenant donc au VIH et à la PrEP. Donc c'est surtout de ça dont on va parler. On va commencer par l'épidémiologie du VIH. Ici, vous avez un tableau qui résume donc les taux de sérologie prescrites, donc en bleu, et celles qui reviennent positives en rouge en France, en laboratoire et en ville, donc depuis 10 ans. On voit que s'il y a eu une baisse également pendant le Covid, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rebond important. On dépiste plus qu'avant le Covid même, alors qu'en rouge, on voit que la courbe des sérologies positives, elle, a tendance à stagner, voire à la diminuer d'environ 10%. Donc ça veut dire qu'on dépiste plus, ce qui est une très bonne nouvelle. Malheureusement, même si on dépiste plus, on voit à gauche que le taux de découverte tardive de séropositivité, donc qui est en rouge sur la figure, reste assez stable, autour de 40-43%, et le taux de découverte plus précoce en bleu, après avoir diminué en 2015 et en 2020, stagne à 30%. Donc si on dépiste plus, ça ne veut pas dire qu'on dépiste plus tôt, malheureusement. Pour autant, à droite, vous voyez le nombre de nouveaux diagnostics de sida, donc de stade tardif, corrigés pour les délais de déclaration, et on voit que ça a tendance en fait à stagner depuis 2020. Comment expliquer ces résultats qui semblent diverger un petit peu? Et ben, ça s'explique par le fait que l'élément principal en fait de réponse, c'est qu'il y a une disparité importante entre les populations
en fonction de leur orientation sexuelle, donc entre les HSH et les populations hétérosexuelles, mais aussi et surtout en fonction de leur origine, puisqu'on voit sur ce tableau qui montre, donc voilà, en fonction de ces deux paramètres-là, on voit en rouge qu'il y a une baisse pour les HSH nés en France qui s'est poursuivie malgré la pandémie, alors que quand on regarde donc des femmes hétérosexuelles qui sont normalement moins à risque, mais si elles sont nées à l'étranger, donc la courbe juste en dessous en bleu foncé, on voit qu'il y a eu un rebond depuis le Covid. Pareil pour les HSH nés à l'étranger qui sont sur la courbe en orange, on voit elle est en train de traverser toutes les autres. Donc vraiment, il y a une forte disparité entre les populations nées en France et les populations nées à l'étranger, notamment celles de zones avec une épidémie plus importante, donc principalement l'Afrique subsaharienne. On en revient vraiment à cette notion de population à risque plus important chez lesquelles vraiment il faut axer l'effort de dépistage. Donc c'est important d'y penser parce que, pour vous donner un ordre d'idée, plus de la moitié des découvertes de VIH en 2022 concernaient des personnes nées à l'étranger et souvent à des stades tardifs. Un petit mot rapide sur les déclarations obligatoires de VIH. Le VIH est une maladie à déclaration obligatoire depuis maintenant plus de 30 ans, mais on voit qu'il y a une petite disparité, il y a un contraste entre la vie et l'hôpital dans l'exhaustivité des déclarations obligatoires. Alors effectivement, le VIH, c'est une maladie par laquelle nous, professionnels de santé de soins primaires, on est vraiment le premier maillon d'une filière ensuite qui sera essentiellement hospitalière, mais vraiment pensez quand même à le faire, puisque l'exhaustivité de ces résultats permettent vraiment d'avoir des résultats fiables sur l'évolution de l'épidémie. C'est vraiment quelque chose d'important. Et j'attire votre attention sur le fait que depuis 2016, il y a une plateforme de déclaration à destination des médecins ambulatoires qui est assez simple d'utilisation. On peut s'y inscrire avec sa carte professionnelle. C'est possible de déléguer ça pour que les internes, par exemple les étudiants, puissent le faire également dans leur consultation. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez rapide, assez simple à utiliser. La déclaration que vous faites, elle est modifiable pendant 12 mois. C'est possible aussi de discuter avec des spécialistes, notamment de Santé publique France, pour vraiment avoir des renseignements. Donc pensez-y pour vraiment maintenir une exhaustivité satisfaisante et donc un suivi de l'épidémie satisfaisant. Parlons maintenant donc de la prophylaxie pré-exposition au VIH, qui est donc une prise de traitement antirétroviral en anticipation d'une exposition au VIH. Bon, si c'est bien suivi, c'est au moins aussi efficace que le préservatif sur le risque de transmission de VIH. Les indications, comme vous la voyez, l'indication elle est très large. Tout patient de plus de 15 ans exposé au VIH. Il peut y avoir des choses assez claires, vraiment, les HSH, les personnes transgenres, originaires de zones endémiques, travailleurs et travailleuses du sexe, multipartenariat, mais il peut y avoir aussi des indications plus, voilà, de l'ordre du relationnel ou alors vraiment de l'individualité du patient, que je vous ai mis quelques exemples. Et donc, c'est vraiment là où le rôle du médecin traitant, du suivi d'un patient et de la relation qu'on a médecin-patient est vraiment importante pour déceler ces situations-là, ces indications-là, mais vraiment penser à proposer cet outil à tout patient de plus de 15 ans qui pourrait être exposé dans le présent, dans le futur, au risque de VIH, sachant que c'est important de comprendre que c'est une mesure qui vient en complément des autres mesures de lutte contre l'infection à VIH qui existent, notamment le préservatif. Ça ne vient pas remplacer ça, ça vient vraiment en plus des autres propositions préventives qui existent. Dernière chose, pensez au CGID, notamment pour les demandes d'anonymité de certains patients qui peuvent avoir des problématiques vis-à-vis de ça. Je vous ai mis à droite quelques exemples d'accroches pour voilà, aborder ce sujet si vraiment c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, même si, encore une fois, c'est vraiment la relation que vous avez de suivi avec vos patients qui est précieuse dans ces cas-là. En pratique, la PrEP en ville, comment ça marche? La première consultation, le but, ça va être donc de poser l'indication, éliminer les contre-indications qui sont essentiellement celles d'un doute sur le statut sérologique du patient, ou alors d'une insuffisance rénale chronique avec une clairance de moins de 60 ml par minute, ou alors l'absence d'indication de parlage et les risques d'allergie. L'autre chose, c'est de faire donc le bilan.
pré-thérapeutique qui va être centré vraiment sur le dépistage du VIH et d'autres IST pour les rattrapages vaccinaux, pour le VHB par exemple pour l'ensemble de la population, le VHA pour les HSH, l'HPV si besoin. Et ensuite, donc, on peut passer vraiment à l'application du schéma. Donc, on voit que ce schéma, il est réparti en deux possibilités. La première, qui est très pratique, c'est pour tous les hommes cisgenres, c'est de prendre une dose de charge de 2 comprimés, au moins 2 heures avant le rapport à risque. Donc voilà, on prend 2 comprimés, 2 heures après, on est protégé, on peut avoir un rapport à risque, puis de prendre 1 comprimé par jour, tant que ce risque existe, jusqu'au moment où voilà, le dernier rapport à risque a eu lieu. On continue 2 jours après en prenant 1 par jour, puis on arrête. Donc vraiment, c'est un schéma simple qui est pratique à utiliser. Malheureusement, il n'est validé et recommandé que chez l'homme cisgenre. Pour la femme cisgenre ou les personnes trans, malheureusement, c'est encore un schéma qui se suit, voilà, c'est 1 par jour, donc c'est quelque chose où on peut avoir des observances assez satisfaisantes, mais où il faut vraiment respecter les 7 premiers jours de prise pour avoir une protection et pouvoir se passer des autres mesures préventives de transmission du VIH. Et hop, pour ce qui est du suivi, à 1 mois, on recontrôle donc la clairance et la sérologie VIH. Puis après, c'est un contrôle trimestriel du VIH, de la clairance et des autres IST, comme on l'a vu, et ce qui explique donc les résultats épidémiologiques qu'on a vus, avec tous les ans, cette fois-ci, une sérologie VIH et une analyse urinaire pour la fonction rénale, donc un peu plus poussée. Je vous ai mis quelques informations qui sont assez utiles à donner aux patients et qui sont des questions fréquentes, notamment les oublis, comme pour la contraception hormonale orale, c'est la règle des 12 heures. Si ça fait moins de 12 heures qu'on s'en est rendu compte, on prend la prise tout de suite, puis puis on continue son schéma comme d'habitude. Si ça fait plus de 12 heures, il faut considérer que la prise s'est arrêtée, recommencer à nouveau, avec notamment chez les femmes cisgenres et les personnes trans, le délai de 7 jours. Pour conclure, des rappels classiques, la prévention donc des IST, c'est quel que soit le profil d'âge, d'identité de genre, d'orientation, de pratique sexuelle déclarée, c'est vraiment, ça se discute avec tout le monde. Le dépistage des IST c'est vraiment un aspect d'une éducation globale à la santé sexuelle de la population générale qui est très importante, en prenant en compte leurs connaissances, leurs réticences, leurs représentations qui peuvent varier énormément. Un petit encart important sur la notification aux partenaires. Pour le moment, c'est systématique à faire sans délai, mais c'est toujours par le patient. Et il y a des délais, des périodes qui sont assez hétérogènes en fonction des IST. Je vous ai remis un lien, on vous transmettra évidemment le support avec les différentes périodes. Mais la HAS recommande maintenant une simplification des choses avec une possibilité pour certains professionnels de santé ou des conseillers en notification de le faire et d'homogénéiser un petit peu les périodes à risque. Et donc les messages clés pour aujourd'hui, qui sont le fait que l'augmentation, si elle est réelle de ces 3 infections sexuellement transmissibles, elle est aussi due à une augmentation des dépistages systématiques et opportunistes, que l'antibiorésistance de gonocoque est un problème important et donc il faut penser à la culture, que les efforts de dépistage du VIH faut vraiment y penser pour les populations à risque, en fonction des pratiques sexuelles et surtout en fonction de l'origine. Les patients nés à l'étranger, vraiment pensez-y. Et de penser également à faire la déclaration obligatoire en ville pour maintenir l'exhaustivité des données. Enfin, la PrEP, c'est quelque chose qui se discute avec toute personne sexuellement active. Pareil, quelle que soit l'identité, l'expression de genre, quelles que soient les pratiques sexuelles déclarées, présentes, à venir, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut en discuter avec tout le monde. C'est vraiment ça change vraiment la vie des usagers, quoi. Pour finir, quelques petites ressources utiles. Alors le premier, c'est un site qui est belge. Donc attention, il y a quelques petits changements par rapport à la France, mais qui est très pratique, qui ressemble un petit peu à tout ce qu'on a, Antibioclick, Gestaclick, donc qui pourrait être une sorte d'IST-click, on va dire, avec des informations sur la prévention, le dépistage, le traitement, le suivi. Ensuite, un site français indépendant d'aide à la prescription de bilan qui se fait par indication. Donc si je vous ai mis l'indication, par exemple, du bilan d'IST, qui peut être utile. La plateforme Format Santé Sexuelle, anciennement Format PrEP, qui vient d'être là changée cette semaine,
Donc vraiment, elle est actualisée, qui est une formation certifiée, gratuite, où je vous invite vraiment à la suivre, pour vraiment tout ce qui a trait à la santé sexuelle, tant la PrEP que vraiment les autres IST. Et donc la fiche du collège de la médecine générale, pardon, sur la prescription de la PrEP en soins primaires, je vous ai aussi remis le lien. N'hésitez pas aussi à suivre le CRATB pour nos futurs webinaires, nos newsletters et d'autres supports qu'on met sur notre site. Et je vous remercie et on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Je vous avais un certain nombre de questions que vous avez posées. On va les reprendre dans l'ordre. Alors, hop. Antibioclique, par rapport, effectivement, vous êtes plusieurs à poser la question par rapport à Antibioclique sur la recommandation. Effectivement, Antibioclique, quand on regarde, effectivement, c'est encore l'azithromycine en premier pour cette indication-là. Parce que, alors, Antibioclique, ils en sont conscients, hein, qu'il y a certaines indications sur lesquelles il faut avancer, ils ont du retard et c'est une équipe qui est assez petite. L'autre chose, c'est que Antibioclique ne veut pas produire de recommandations et donc ils veulent rester aux recommandations officielles de la HAS. Donc il y a aussi parfois certains délais sur, notamment là-dessus. Tu voulais ajouter quelque chose, Oui, Victoria? les nouvelles recommandations HAS là, sur la prise en charge des IST vont sortir et clairement, c'est la doxycycline qui sera en première intention. Nous, c'est déjà ce que nous faisons et c'est vrai que là, il y a plusieurs sociétés savantes quand même qui s'accordent à le dire. Donc, la doxycycline, 7 jours si la localisation est génitale ou pharyngée et également si elle est anale sans symptômes. Et en revanche, si on a un chlamydia anal avec symptômes, dans ce cas-là, c'est 3 semaines. Mais du coup, privilégier oui, la doxycycline. Chez la femme également. Hein. Ensuite, quand rechercher Mycoplasme genitalium? Alors oui, excellente question. Alors, le mycoplasme génitalium, là aussi, les sociétés savantes s'accordent pour le dire. Il ne faut le rechercher et le traiter que s'il y a des symptômes et que les PCR, gonocoque et chlamydia ont été recherchés, sont négatives, ou même si vous avez traité un gonocoque, un chlamydia, que le patient continue à avoir des symptômes, et dans ce cas-là, vous refaites des PCR de tests de guérison, gonocoque et chlamydia ont disparu. Dans ce cas-là seulement, vous cherchez le mycoplasme génitalium et attention, vraiment, il ne faut le traiter que si symptômes. Beaucoup de laboratoires pratiquent des PCR multiples et donc vont vous rendre des résultats de mycoplasma génitalium dans le cadre de suivi tous les 3 mois d'usagers de PrEP, par exemple. Eh bien, il faudra vraiment expliquer aux patients qu'un mycoplasma génitalium non symptomatique ne doit pas être traité. Ça, c'est vraiment important et il y a plusieurs recommandations qui le disent. Donc ça vraiment, ne pas traiter les mycoplasma génitalium non symptomatiques. Ensuite, on a effectivement des questions concernant des infections sexuellement transmissibles qu'on n'a pas abordées, notamment le Trichomonas vaginalis. Est-ce que c'est mieux de faire un examen direct, une PCR, quand on dépiste, comment on dépiste? Alors, c'est vrai que le Trichomonas vaginalis, pareil, hein, il fait souvent partie de ce panel de PCR systématiquement prescrit. Donc, en l'absence de symptômes, il n'est pas nécessaire de le traiter. La PCR est très, très bien, pas besoin de faire une culture. C'est vrai que chez la femme, parfois, la culture va pouvoir être faite sur un frottis, mais la PCR est très bien aussi. Ensuite, est-ce que le labo doit déclarer les VIH? Pardon, Alors, je laisse. en général, c'est vrai que pour la déclaration obligatoire, Santé publique France l'explique bien hein, dans son rapport, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir des données exhaustives. En général, c'est le médecin, que ce soit le médecin généraliste qui fait le diagnostic ou bien l'infectiologue qui après voit le patient à l'hôpital, qui doit faire la déclaration obligatoire. Et surtout que vous savez, il y a toujours cette confirmation avec une deuxième sérologie qui bien souvent est faite, une première en ville, une deuxième qui est faite à l'hôpital. Donc il y a souvent un peu une redondance, mais normalement c'est le médecin en charge du malade qui doit faire la déclaration obligatoire.
Ensuite, on a une question donc, sur la différence entre cisgenre, transgenre, mais qui a été très bien répondue par Aurélien. Effectivement, c'est la différence entre identité de genre et expression de genre. Donc voilà, si vous avez encore des questions là-dessus, mais je pense que la réponse qui a été donnée est une très bonne réponse et concise. Une question sur donc, chlamydia et gono. En combien de temps une PCR se négative sous traitement? Je pense que, alors, il ne faut pas la faire trop tôt. Je pense que le test de guérison, il ne faut pas le faire avant 14 jours. En général, on dit qu'au bout de 7 jours de traitement, la personne n'est plus contagieuse. Donc, on se donne 7 jours pour lever le préservatif et se dire que la personne n'est pas contagieuse. Mais pour une PCR de contrôle dans le cadre du test de guérison, moi, je dirais plutôt 15 jours, voire un mois. Entre 15 jours et un mois à proposer, oui. Une question, on a un petit peu répondu, doxycycline, est-ce que c'est surtout pour le chlamydia sur des rapports anaux ou pour tout rapport, tout type de rapport sexuel? La doxycycline en curatif, Oui. moi je pense que je le garderai en première intention pour tous les rapports. Ouais. Les gynécologues le disent aussi maintenant pour l'infection à chlamydia chez la femme. Franchement, après, j'entends aussi que l'azithromycine, c'est plus pratique. Ça, et les patients le disent et je les comprends. Mais c'est vrai que la doxycycline, c'est vraiment la première recommandation, je pense qu'il faut retenir maintenant pour le chlamydia. Ensuite, alors la question pour le diapo, bien sûr, on vous enverra le support. C'est pour ça qu'on a tendance à faire des diapos un peu chargés, mais le but étant que vous ayez le support après. Donc, on vous le transmettra évidemment. Une question sur la présence ou l'absence de recommandations sur la prise en charge de la neurosyphilis, notamment l'utilisation de C3G en première intention. Oui, donc effectivement, il y a un papier qui est français, en plus, auquel on a participé dans l'équipe, publié dans le Lancet Infectious Disease, qui est un papier qui est rétrospectif et qui montre en fait que dans les cas de neurosyphilis, 14 jours de C3G fait aussi bien que le traitement par pénicilline IVSE. Bien évidemment, il est beaucoup plus pratique de prescrire de la C3G pendant 14 jours. Donc, faut se dire que c'est un papier rétrospectif qui montre quand même que c'est aussi bien. Après, je ne sais pas ce qui va être recommandé, si dans les recommandations HAS, il y aura la C3G qui sera mise au même niveau, mais peut-être en deuxième proposition, oui. En tout cas, nous, il nous arrive de le faire en pratique à l'hôpital Saint-Louis quand même fréquemment. Ensuite, une question, il n'y avait pas forcément de réponse, mais à quand un dépistage HPV en Cégide? Ah, eh bien, à quand le dépistage HPV en Cégide? Ça, je n'ai pas la réponse du timing. En tout cas, plusieurs Cégides sont pour, ça c'est certain, mais je ne sais pas quand ça passera. Une question concernant la PrEP. Non, pardon, excusez-moi. Concernant le mycoplasme génitalium, notamment les résultats positifs pour mycoplasme, comment faire les personnes qui ont des résultats positifs à mycoplasme, même après le traitement, celles qui se demandent si elles sont encore contagieuses, comment leur répondre? C'est un problème récurrent. C'est vrai que le test de guérison pour le mycoplasme génitalium est finalement un petit peu discuté parce que vu qu'on part de ce dogme on ne traite que 6 symptômes, on peut aussi se poser la question de faire un test de guérison si le patient devient asymptomatique sous traitement bien conduit. Et nous, il est vrai que dans la pratique, quand on voit des personnes qui ont besoin de 3-4 lignes d'antibiothérapie pour se débarrasser de ce mycoplasme, en réalité, souvent, on propose quand même de voir le partenaire, de plus ou moins évaluer s'il y a des symptômes, de traiter le partenaire pour éviter, bien sûr, qu'il y ait des recontaminations. Et très honnêtement, il nous arrive de pas represcrire le test de guérison si la personne nous dit que, il n'a plus de symptômes et que ça va bien, et bien on ne le represcrit pas. Et donc une question effectivement sur la PrEP que j'avais passée, pardon, qui est combien de temps faut continuer à faire le bilan, notamment de CREAT chez les patients sous PrEP, parce qu'il faut continuer des années à faire ce bilan, notamment que faire des troubles de la phosphatémie isolée sous PrEP qui peuvent arriver de façon assez fréquente, effectivement. Alors là, il va bientôt y avoir les nouvelles recommandations HAS pour le coup. Ça, elles vont sortir là vraiment dans pas longtemps. Je sais que ça fait un petit moment que tout le monde dit ça, mais là vraiment ça va arriver.
Et donc, le bilan va être considérablement allégé. C'est-à-dire que vraiment, la créatinine, en fait, elle ne sera proposée que 2 fois par an, pas plus. Là, on a de nombreuses données maintenant depuis plusieurs années qui concordent à dire qu'il n'y a pas de risque de toxicité rénale chez les personnes jeunes qui n'ont pas de facteurs ou de comorbidités cardiovasculaires importantes. Donc, franchement, ça va être, je pense, 2 créatinines par an, pas plus. Et la phosphorémie, en fait, va être retirée du bilan. Après, je suis d'accord, hein, ça arrive très souvent en pratique, ces troubles de la phosphatémie, on les supplémente un peu en UV dose, et puis on se pose un petit peu la question de la toxicité tubulaire du tenofovir, mais en réalité, si elles ne sont pas profondes, finalement, on les accorde rarement à la PrEP, ces hypophosphatémies. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Pour les patients retournant d'un voyage en Asie avec suspicion de mycoplasme génitalium, quelle antibiothérapie en première intention? Alors, c'est vrai que pour l'Asie, c'est plus, je vais répondre bien sûr, mais pour l'Asie, c'est plus, sur le risque de gonocoque résistant. C'est Pour ça. le coup, c'est vraiment pour le gonocoque. Pour le coup, moi, si ça se présentait, c'est vrai, si j'avais un patient qui revenait d'Asie, qui dit avoir eu des rapports sexuels non protégés en Asie et qui a le gonocoque, j'aurais peut-être plus facilement la culture, Oui, c'est ça. le réflexe de faire la culture, effectivement. Peut-être que je lui ferais la ceftriaxone s'il était très symptomatique, mais si peu de symptômes, peut-être qu'en plus on a la chance d'avoir quand même le centre de référence à l'hôpital Saint-Louis, et ça vraiment j'en profite pour le dire, n'hésitez pas, si vous aviez besoin de faire des cultures, vous avez un doute, le centre est à Saint-Louis, et Béatrice Berceau est quand même très joignable pour ce genre de dossier. Et du coup, là, si voilà, suspicion de gonocoque, retour d'Asie, c'est vrai que je ferais peut-être la culture assez facilement. Et pour le mycoplasme génitalium, globalement, je suivrai quand même les recommandations de faire azithromycine, là, pour le coup, et puis de faire la surveillance. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que les problèmes d'antibiorésistance pour mycoplasme génitalium Mmh. font que maintenant on va plutôt traiter que des personnes symptomatiques, Mmh. mais les lignes de traitement restent les mêmes. Ensuite, peut-être une dernière question, où en est-on du monkeypox? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas en Cégide Ouais. notamment? Merci beaucoup pour cette question. Ça va être très important. Ouais, Alors, c'est vrai qu'on l'a on pas en abordé. a, là, on suit sur Paris, il y a 1 à 2 cas par semaine à peu près, de positifs. Donc il faut continuer à vacciner. Là, les recommandations, nous, que nous faisons, mais à l'échelle de l'hôpital, qui ne sont pas du tout des recommandations écrites ou nationales. Oui. Donc voilà, enfin, nous, ce qu'on propose en tout cas aux patients, c'est que chaque patient ait eu 2 contacts avec le mpox. Donc, on entend par 2 contacts, c'est-à-dire soit une vaccination dans l'enfance, soit un épisode de mpox lors de l'épidémie de 2022. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a eu qu'un seul contact, on fait systématiquement un rappel, là encore aujourd'hui, de vaccin chez ces personnes-là. Et sinon, pour toute personne qui n'aurait jamais été vaccinée, on lui propose les 2 injections à 28 jours d'intervalle du vaccin mpox. Et juste la petite recommandation pour les personnes immunodéprimées ou pour les personnes qui vivent avec le VIH avec des CD4 inférieurs à 200, eux, on leur propose 3 injections, pareil à 28 jours d'intervalle. Et en revanche, pour les vaccinations, il faut les envoyer, pour le coup, c'est des vaccinations qui ne se font qu'à l'hôpital. Autant lors de l'épidémie, l'été 2022, il y avait vraiment eu une ouverture des vaccinations dans des centres de santé ou des centres communautaires. Là, aujourd'hui, les vaccins, nous ne les avons qu'à l'hôpital. Donc pareil, je sais qu'il y a l'Hôtel-Dieu, Bichat, l'hôpital Saint-Louis qui proposent encore les vaccinations. Donc voilà, j'espère que c'était clair, mais en gros, on se dit, il faut avoir eu soit 2 rappels de vaccin, soit une infection et un rappel de vaccin. Ouais, moi, ça me semblait très clair. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Merci beaucoup pour ces réponses, claires, Avec Victoria, plaisir. et on espère que ça vous a, voilà, appris des choses et que ça vous a été utile. Comme on vous l'a dit, le support sera évidemment transmis, et vous aurez, sur notre chaîne YouTube un replay de ce webinaire pour, notamment réécouter, les réponses aux questions. Merci à tous d'avoir assisté, à ce webinaire, et je vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et bon après-midi pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.